vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Bonjour à nos auditeurs, auditrices, bienvenue sur le podcast de SLV Marine destiné aux voileux qui nous écoutent. Ce soir, une émission hors série, Arnaud. Ouais, on part très loin d'où on se trouve actuellement pour aller sur l'île de Beauté, la Corse. Pour ne pas la nommer. Ouais, voilà, une superbe île, très connue de tous les Français, parce que pas très très loin de la côte française. Elle est qu'à 180 km, donc c'est pas énorme. Et puis c'est un endroit de prédilection parce que je suis pas né là-bas, mais presque. Et j'y ai passé toute mon adolescence. Et évidemment, c'est un territoire que j'apprécie plus que tout le monde. Ouais, voilà, il y a un petit peu des racines qui ressortent de là-dessous. Ah ouais. Et puis c'est un endroit dans lequel j'ai vécu des grands moments. C'est mon jardin nautique aussi, puisqu'on est quand même sur une chaîne maritime. Et c'est là où j'ai grandi, où j'ai évolué, où j'ai fait du charter, énormément de la course. Et puis j'ai profité évidemment d'un paradis sur Terre, parce que c'est une île absolument fabuleuse du nord au sud. Il faut beaucoup de temps pour la visiter en tout cas. Alors avant d'attaquer le côté mémoire et meilleurs souvenirs, on va essayer de rester sur les thématiques qu'on utilise d'habitude, hein, donc à savoir les conditions météorologiques, les conditions de mouillage, la population, le coût de la vie, la sécurité sur place, les possibilités de réparation. Puis après, on rentrera dans le côté un peu plus sentimental. Ouais. Alors, on va commencer par les mouillages, puisqu'il y a eu une grosse évolution entre les années 2000, ou je veux dire 90 et aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? C'est plus ça, hein? L'île de la Corse a toujours été un paradis pour moi, même encore aujourd'hui. Hein, malgré l'interdiction maritime, je dirais, sur pas mal de mouillages autour de l'île, parce que beaucoup de parcs nationaux, et les parcs nationaux, on les défend, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et du coup, il est de plus en plus difficile de mouiller dans des endroits paradisiaques, comme les îles des Lavelles, comme la réserve de Scandol, comme des petits paradis comme ça tout autour de l'île. Hein. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup... il faut savoir aussi qu'en saison haute, il y a du monde. Il y a du monde, et donc il faut paramétrer un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, les mouillages sont payants, il y a beaucoup d'interdits, on ne peut plus, à l'heure d'aujourd'hui, mouiller dans la Scandol, dans les calanques de Piane, on peut y passer évidemment, mais on n'a plus le droit aujourd'hui de poser son ancre sur des parcs nationaux comme celui-là. Donc il y a des équipes de sécurité qui sont là, et c'est de plus en plus difficile de pouvoir avoir son petit coin à soi. Alors il y a 30 ans de ça, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On n'avait pas autant de tourisme, on n'avait pas autant de bateaux, donc on avait plus de liberté. Et cette liberté-là, elle nous manque aujourd'hui quand même. Et la Corse l'hiver, ça vaut quand même le coup, tu vois, d'y passer un bon petit moment pendant les mois, je vais pas dire qui sont pas haute saison. On a une météo qui est un peu plus douce, je vais dire, parce qu'il fait chaud quand même en Corse. Et c'est tout aussi intéressant, plutôt que de la faire en pleine saison, l'arrière-saison ou l'avant-saison, c'est je pense, les moments phares pour y aller, hein. Tout à fait. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'organisations de régates autour de l'île, et une grande partie de l'année, même en hiver. Dans la baie d'Ajaccio, c'est toute l'année. Après, il y a des grandes courses, le Tour de Corse. Il y a les classiques régatas organisés par Thibaut Assante, qui est un vieux pote de l'île et qui organise les plus belles régates. Il y a énormément de sujets à parcourir hors saison, évidemment. On appréciera mieux
ce qu'on appelle l'été indien, le mois de septembre, après la haute saison, après tous les vacanciers. Le mois de septembre, c'est là où il fait encore très bon. Les eaux sont chaudes, on peut s'y baigner facilement. Et la population touristique est énormément descendue. Donc on a un accès à tous les mouillages assez fantastique. Ouais. Ah, le coût de la vie qui descend. Et on va passer sur l'aspect navigation qu'on va traiter sur 3 points. J'aimerais qu'on parle de l'arrivée depuis le continent, si je peux dire, hein, donc la partie nord, puis les navigations le long de la côte, hein, avec les effets dû au relief, et puis le canal entre la Cosse et la Sardaigne, qui celui-là aussi a ses petites particularités. Donc on attaque par le nord, là, l'arrivée du continent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corse, c'est dans la mer Méditerranée, et on a souvent lieu à dire que mer Méditerranée, mer cruelle, hein, parce que les vents dominants, comme le Mistral, comme la Tramontagne, qui descendent assez fort, sont prévisibles, heureusement, avec la météo d'aujourd'hui, mais sont assez violents en attaque. C'est violent en attaque, oui. Ouais, c'est violent parce que ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour réagir. Si le navigateur mal préparé n'a pas regardé sa météo à l'avance, il se fait surprendre et on passe vite de 0 à 60 nœuds. Dans le golfe du Lion, c'est très courant. Dans le nord Baléares, c'est très courant. Et la Corse, ça descend dessus. Donc heureusement qu'elle a un relief très important, avec un pic sur le monte Cinto qui est à 4000 mètres, quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand la Tramontagne descend, elle contourne l'obstacle. Donc les vents dominants sont très nord à partir de Calvi jusqu'au Cap Corse, ou très sud entre Propriane et Bonifacio, et ça descend après dans les Bouches de Bonifacio. Mais au centre, on est un petit peu à l'abri, je dirais, des navigations tranquilles, quoi. Voilà. Ouais, et alors faut savoir que la particularité de la Méditerranée, c'est une mer qui n'a pas beaucoup de fond comparativement aux océans. Donc ce qui fait que quand il y a des coups de vent qui montent à 50-60 nœuds, au lieu d'avoir une mer qui arrive à monter, avoir une onde assez espacée, c'est une onde très courte et des vagues très sèches, très abruptes. Donc elle est très cassante en plus, elle se navigue très mal au près. Donc moi j'ai toujours eu tendance à dire que 40 nœuds en Méditerranée c'était plus un 50 en Atlantique, parce que la violence est là, quoi, hein. C'est vrai que ça fait pas de cadeau et ça se déclenche très rapidement, hein. Ouais. Et la partie qui est connue et qui est connue pour pas être bon, c'est le chenal entre la Corse et la Sardaigne, quoi, sur la partie sud. Alors il y a les deux. Il y a le Cap Corse qui est mauvais. Entre Gênes et le Cap Corse, en général, pas mal de petites dépressions se créent justement dans le golfe de Gênes, et ce qui crée des vents très forts dans tout le Cap Corse. Enfin, comme dans tous les caps du monde, ouais. Un cap est toujours difficile à passer par les turbulences, par les effets Venturi, par les courants aussi, puisque la mer contourne des obstacles et donc crée des courants assez forts. Donc c'est des parties qui sont jamais très faciles. De mémoire, j'ai fait quelques tours de Corse à la voile. C'était départ Bonifacio, arrivée Bonifacio, et on a envoyé de toutes les couleurs, parce qu'on partait avec des vents assez forts du sud. On avait du mal à franchir la zone Propriane-Calvi, qui était pas du tout ventée. Enfin, ça dépendait des secteurs, évidemment, mais en l'occurrence, ça se passait comme ça. Et arrivé dans le Cap Corse, on se prenait des bouffes à 50 nœuds. Fallait passer le cap, et puis redescendre derrière, se remettre un peu à l'abri des côtes, en longeant les côtes, je dirais, pour redescendre en bas. Et c'était sportif. Ça a toujours été sportif, quoi. Et alors je reviens un petit peu sur les mouillages. J'aurais aimé que tu me dises d'après, enfin pas d'après toi, mais il y a quand même deux côtes qui sont la côte est et la côte ouest, qui ont leurs particularités. Et est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots là sur chacune des deux, parce que ça vaut souvent on fait les mêmes endroits et on oublie qu'il y a l'autre côté, quoi. Ouais. Alors ouais, il y a deux côtes. Il y a l'est, c'est la plaine orientale, et qui est en face
de l'Italie en fait, et c'est des zones qui sont très cultivées quoi. Cultivées, je dirais. Il y a des huîtres, il y a aussi et c'est des grandes plages à perte de vue et une eau qui est malheureusement un peu chalutée par les pêcheurs et donc qui est propre mais un peu mixée, on va dire. Ouais. Donc c'est pas un endroit que le tourisme à proprement dit privilégie sur l'île de la Corse, mais qui est quand même très sympathique. Alors en général, on tourne en bateau, on tourne de 2 points, Saint-Florent jusqu'au sud Bonifacio. On fait le tour jusqu'à Porto Vecchio parce que il y a ces fameux sites de Palombage au sud de Porto Vecchio, absolument merveilleux, la Rondinard et ainsi de suite. Mais au-dessus de Porto Vecchio, finalement, peu de gens s'y aventurent parce qu'il n'y a plus grand intérêt, je dirais. Voilà. Ouais. Et donc sur une navigation qui partirait, on va dire, de la Grande Motte pour aller sur la botte de l'Italie, tu conseillerais de passer par la Corse et après se taper donc Corse-Italie où tu peux prendre quand même pas mal de vent de face, ou tu dirais bon, si c'est une DAF comme ça, vaut mieux partir le long de la côte et en fonction des fichiers météo, hein, mais c'est ça, surtout ça dépend des saisons. Ouais. Il y a des saisons en Méditerranée où on navigue facilement et d'autres pas du tout. Évidemment, on va revenir sur les saisons d'été qui sont les plus agréables par la température, par les vents et ainsi de suite, qui sont assez calmes. Et là, on a des navigations super agréables jusque dans le sud de la Corse. C'est absolument fabuleux, quoi. Et donc côté réparation, gestion bateau, etc., tu as un pépin en Corse, c'est quoi? C'est descendre sur Bonifacio, c'est Calvi, c'est... C'est déjà où t'arrives le pépin. Bien vu. Alors, les pépins, ils arrivent souvent pas loin des cailloux, en fait. Hein, et les cailloux, ils sont pas mal signalés dans le sud de la Corse. J'ai vu pas mal d'accidents sur le sud de la Corse, sur Bonifacio, notamment dans les Lavezzi, où beaucoup de navigateurs pensent qu'ils sont en pleine eau et puis paf, il y a encore un gros caillou dessous. Malheureusement, ça arrive souvent. Déjà ça, et puis les bouches de Bonifacio, elles sont réputées pour être très ventées. Il y a toujours une brise quotidienne assez forte dans ces bouches. Il y a du courant, puisqu'on est entre des îles très serrées. C'est un passage délicat qui est très surveillé déjà par le Cross Corse et puis parce que c'est des parcs nationaux et donc qui sont hyper surveillés. Pas seulement le sud de la Corse, mais la Madeleine en face, c'est pareil, c'est des parcs nationaux et on veut pas qu'on les salisse. Donc dorénavant d'ailleurs, il n'y a aucun cargo de transport de marchandises dangereuses qui sont autorisés à passer par là. Ils doivent faire le tour ou par l'extérieur de la Corse, par le nord en descendant la botte de l'Italie, ou alors en pleine mer et assez au large pour éviter de passer dans ces endroits privilégiés. Voilà. Ouais. Et alors la population locale, parce que bon, les Corses, ils ont quand même leur réputation. Hein, une identité avant tout. Alors, je vais te parler comme un Corse. Tu vois, je vais te dire, moi. Je vais te dire comment ça se passe, moi. Et un folklore assez particulier. Donc, ouais, deux choses. Le contact avec la population, hein, les Corses, et puis aussi les petits problèmes que tu pourrais rencontrer au mouillage avec des autochtones qui n'auraient pas trop envie que tu traînes dans ce coin-là, quoi. Surtout l'été où c'est un peu tendu, quoi, quand même. Hein. Ouais, c'est tendu partout en saison d'été, que tu sois sur la Côte d'Azur ou en Corse, il y a trop de monde. On s'attend jamais à avoir autant de monde, donc c'est surtout les arrivées de port en fin d'après-midi qui sont assez nerveuses, je dirais. Mais sinon, le littoral... tu y restes, tu peux faire des mouillages exceptionnels à Rocapine, le lion de Rocapine, à Campomor, à l'entrée de Propriane, à Copabia, qui est un endroit splendide, et j'en passe et les meilleurs. Il y a tellement de mouillages sur la Corse, splendide, quoi, où on peut y rester des semaines si l'endroit
te plaît. Hein. Nous, j'ai eu pas mal d'expériences comme ça où mes clients étaient tellement contents de la place où on était. Je te parle des fameuses maisons de Rocapine qui sont des auberges absolument splendides, des vieilles auberges en pierre de taille qui ont été modernisées, puis maintenant gérées par un grand hôtel du sud de la Corse, de Porto-Vecchio. Une famille qui gère ça avec vraiment c'est un endroit idyllique sur la planète, tellement réservé, tellement préservé, tellement joli que finalement quand on arrive là, eh bien on y reste quoi. On plante l'ancre et on se dit écoute voilà, on a trouvé notre paradis, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ouais, ça sert à rien d'aller plus loin. Jamais eu de soucis avec les locaux. Très peu, les Corses sont très charmants, c'est déjà des gens qui vivent du tourisme, il faut dire ce qui est. Pas que ça, évidemment, il y a une vie dans l'île intense, la vie de tous les jours, je dirais. Mais quand même, une grosse partie des Corses vivent du tourisme, donc fabriquent une des meilleures charcuteries du monde, ont des vins exceptionnels, ont des farines de châtaigne, du brooch, enfin des petits beignets au brooch fabuleux, on en mangerait des kilos tellement c'est bon, quoi. Ils ont aussi des petits marchés fabuleux dans toutes les villes de Corse. La Corse, c'est vraiment splendide, hein. C'est un endroit qu'on appelle l'île de beauté pour une bonne raison, hein. Donc en été, il y a très très peu de problèmes de gens locaux. Au contraire, c'est fait pour fonctionner, c'est fait pour faire vivre une population, et puis on a des très bons produits, et puis on n'est pas loin de la France, quoi. Alors, on est en France quand même, mais je veux dire du continent, voilà, on appelle ça le continent, pas la France, puisqu'on y est en France. Allez, un dernier point avant d'attaquer les mémoires. Les tenues des mouillages, alors aujourd'hui on est beaucoup sur bouée par réglementation, mais des mouillages qui dérapent sur les cailloux, où tu attaques très vite des plateaux très profonds, où il n'y a pas assez de chaîne. Il y en a quelques-uns, peu en Corse, parce que la Corse, elle est quand même... il y a énormément de plages, c'est du sable, c'est des mouillages qui tiennent bien en général. Il y a quelques endroits un peu plus difficiles, comme la Scandola, comme les Calanques de Piane, qui évidemment, c'est des architectures de falaises, on ne peut pas s'attendre à avoir des mouillages très sûrs, et puis c'est des mouillages profonds en général. Les Calanques de Piane, ça plonge très très vite. Donc maintenant ont été aménagées énormément de bouées de mouillage un peu partout. Elles ont été aménagées par l'Office du tourisme et puis par les syndicats qui sont sur place et qui évidemment font payer leur mouillage, mais vraiment pas très cher, quoi. Voilà. Question de participer à l'installation de cette structure, à la surveillance, parce qu'il y a une sacrée organisation derrière, beaucoup de gens qui travaillent sur ce littoral et qui le protègent surtout. Voilà, ça reste intact. En gros, le seul souci en Corse, c'est qu'il y a trop de monde, quoi. Enfin, il y a trop de bateaux, quoi. Il n'y a pas trop de bateaux, il y a beaucoup de marinas déjà, donc c'est un plus parce que quand on fait une croisière, surtout pour des gens qui naviguent pas toute l'année et qui viennent ici en vacances, ils aiment bien le soir aller en marina, trouver des bons restaurants, des boîtes qui bougent, et puis c'est l'été, et puis c'est fait pour. Donc la Corse, elle est quand même bien achalandée, hein. On a des ports tout le long de l'île, des grands ports où on accepte beaucoup de monde, et du coup, c'est génial, parce que ça fait une activité où il y a du supplier partout, et puis ça fait rentrer énormément d'argent dans les caisses, et c'est le but, quoi. Voilà. La place est chère, hein. En haute saison. Je dirais pas plus qu'ailleurs. Il y a des ports plus chers que d'autres. Je vais citer 2 ports, mais qui sont extraordinaires. C'est le port de Calvi, sous la citadelle de Calvi, qui est un monument sans commune mesure. Et on a le port de Bonifacio. On a aussi le port de Saint-Tropez, qui est aussi qui a son charme et qui, évidemment, sont des lieux privilégiés. Et ces lieux privilégiés sont, de toute façon, un peu plus chers qu'ailleurs. Bon, c'est logique. C'est normal. Non, mais c'est juste pour que les gens
et une idée de voilà, il y a des endroits où tu payes plus cher que d'autres, mais tu payes le décor, ce qui est tout à fait normal, la sécurité du bateau, puis l'eau, puis l'électricité. Puis c'est quand même puis t'es au centre, enfin je veux dire. Une belle sécurité de savoir qu'il y a des ports partout, parce que quand il y a un coup de brafougne, on peut se mettre à l'abri. De brafougne, t'appelles ça la brafougne? La brafougne. La brafougne, ok. Quand tu prends un coup de brafougne, tu peux te mettre à l'abri. Alors on va passer dans le côté où là on va partir sur une longue tirade, puisque t'as fait des documentaires presque sur la Corse en voilier. Ah j'ai participé à des tournages pour FR3 où on s'était lancé avec Philippe Raphaël, avec Serge Delacroix, avec des sacrés bonhommes qui sont des réalisateurs, des producteurs d'images et la Corse en termes d'images, c'est juste incroyable. Je l'ai découverte aussi grâce à eux, puisque là on avait du temps, on tournait autour de l'île pendant 3 mois. Et donc on faisait de l'image, on allait dans les beaux sites, on avait des laissez-passer qu'aujourd'hui on n'a plus, donc on a pu accéder à des sites absolument merveilleux. Et le résultat, ça a été des CD, ça a été des émissions entières sur FR3 Corse, sur FR3 National, et ainsi de suite. Et la Corse, pour les Français, c'est un lieu de vacances extraordinaire, quoi. Ça a été aussi des entrées dans des calanques où il n'y a pas trop de fond, où on vient jouer... raser les miches. Il reste 56 cm, il y a 3 mètres de tir en eau. Après, il y a la qualité du capitaine. Moi, je me suis toujours considéré comme un enfant de l'île. Je suis quasiment né sur place, donc j'ai grandi dans ce grand jardin que j'ai connu très tôt, puisque j'ai commencé ma carrière de capitaine à l'âge de 20 ans, donc c'était des lieux où j'allais régulièrement naviguer à droite à gauche sur Scandola, sur Calvi, sur le Cap Corse, à Centaur, sur Massinage. Et des fois, on allait en face sur Capraille, Marcianaville. C'est tout un lieu absolument génial en termes de navigation. Si on aime la mer, je crois qu'il n'y a pas mieux de grandir autour de ce décor-là, quoi. Ouais, une escale tous les 1000. Ouais, ça dépend un peu d'où on se trouve, mais c'est jamais très très long. Ouais, c'est des petites balades. Et ça fait partie d'une certaine sécurité, puisque on a des vents, comme on le disait préalablement, on a des vents assez forts de temps en temps, et c'est bien de savoir qu'il y a un port qui t'accueille quand ça brafougne. Ouais, puis ça brafougne, exactement. Non, puis c'est toujours bien sympa de se dire, on avait prévu de partir à 10h, mais finalement on a traîné un peu, on part à midi. On sait que de toute façon on arrivera largement avant la tombée de la nuit si on veut. C'est la sécurité, tout ça, ça permet de profiter de façon estivale de son bateau et de ne pas se prendre trop la tête en disant faut partir à 6h du matin parce qu'il y a tant de milles à faire et est-ce qu'on va voir les bouées en arrivant, etc. Ouais. Et t'as fait je te rassure, il y a quand même beaucoup de mouillages qui ne sont pas encore soumis à des réglementations draconiennes et des moorings partout. Donc tout le désert des Agriates, Saint-Ambolge, ces coins-là, on peut y aller sans problème et poser une ancre et passer une après-midi de rêve. Oui. Et puis tu as fait un deuxième... tu n'étais pas parti pour faire un reportage sur la Corse, proprement dit, et puis vous êtes parti avec une bande de gens qui faisaient aussi de l'image, et puis ça, ce que tu m'as raconté cet après-midi là. Ah, c'est des journalistes, ouais, mais ça ça fait partie de la communication. À ce moment-là, j'avais pris un superbe bateau qui s'appelait Bora Bora, qui était une gulette turque absolument splendide, appartenant à un sacré bonhomme, voilà. Et du coup, le bateau étant déjà une image à lui tout seul, c'était un grand 25 mètres en bois verni, ces fameuses gulettes turques, mais alors celui-là, il avait du cachet. C'était vraiment un très très joli bateau à l'œil. Qui pesait très très lourd. Qui était une sacrée barque de 150 tonnes, quelque chose comme ça, avec un seul moteur. Et pas évident à naviguer, mais on l'a quand même amené au bout de la Scandole. On est rentré dans les grottes avec.
Le propriétaire me disait t'es sûr Arnaud, on y va là, t'inquiète Mobilette, on va y aller. Ouais. Et on l'a toujours fait. Et ça a été impressionnant. On a fait des images extraordinaires. Malheureusement, j'ai plus la mémoire du nom de ces journalistes qui avaient fait ce tournage-là. C'était un couple vraiment sympa et qui avait vendu leur reportage à travers beaucoup de magazines, que ce soit des photos en noir et blanc, ils faisaient des reportages, ils les vendaient comme ça, et on avait vraiment passé des moments exceptionnels avec ce bateau-là. Ouais. Ah bah, je me doute. C'était des grands moments sur la Corse. Ouais. Allez, ton plus gros coup de Trafalgar dans le coin, bon, tu vas pas nous faire que t'as j'en ai pris plein. Toi aussi, t'as pissé à l'arrière du bateau, t'es tombé à la mer comme Florence, mais. Non. Non, t'as pas fait ça. Allez, un ou deux gros coups de Trafalgar dans ce coin-là, parce que là, ça tape. Hein. Ah ouais, j'en ai pris des sévères, j'en ai pris en course déjà. Sur le Cap Corse, j'ai des souvenirs d'avoir passé le Cap Corse avec du 50 nœuds facile, donc c'était du lourd. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des mers courtes. La Méditerranée, c'est un grand lac, on va dire. Hein, donc il n'y a pas de course comme sur un océan comme l'Atlantique. La vague ne se développe pas, elle casse rapidement et elle fait mal. Donc il vaut mieux la prendre en fuite en général. Ouais. Des grosses branlées de nuit, ouais. Oh, oui, aussi, ouais. Ben, j'ai fait énormément de traversées Corse-Continent et donc il y a des fois, ça rentre sévère. T'en prends plein la gueule, mais bon. C'est court, c'est assez rapide. Hein. Corse-Continent, au plus court, on a 120 000. Donc le début est cool, le milieu est sévère, et puis l'arrivée est cool. Donc voilà, on bon navigateur, on prend sa météo, on part au bon moment et on arrive au bon moment. Bon, ouais. Voilà. Puis bon, ça sont 24 heures, t'arrives fatigué, mais t'arrives quoi. T'arrives toujours. Le déclin sur l'arrivée de la Corse est toujours absolument génial. Quand tu viens du continent, de Nice, Cannes, qui sont des villes polluées, où il y a des millions de maisons et puis un carré de verre, et que tu prends ton bateau et que tu arrives au lendemain matin sur l'île et qu'il n'y a pas une baraque sur la côte, tu te dis mais on est où là ? C'est la comment on appelle ça, la quatrième dimension. Ouais, et puis les parfums. Les parfums, les odeurs. Les odeurs, c'est énorme. Quand tu arrives sur la Corse, tu sais que tu es en Corse. Ouais. Tu sens le maquis arriver. Voilà. Alors ça, tiens, c'est marrant que tu parles de ça. Pour ceux qui ont pas mal bourlingué en mer et qui ont passé des naves au large, hein, moi, c'est l'odeur de la terre au large quand tu arrives, c'est un truc de fou. C'est l'arrivée sur les Canaries ou l'arrivée sur les Antilles. Tu sens la terre. Quoi. Ouais. À chaque fois, c'est différent. Tu sens la terre arriver, tu sais que tu y es, tu sais que tu es là. Ouais. Quand tu arrives en Martinique ou en Guadeloupe, tu as les odeurs des acras de morue, les odeurs de petits ponches qui arrivent. Quand tu arrives sur la Corse, tu as le maquis qui t'arrive, l'asphodèle, les essences qui arrivent, et c'est vraiment magique. C'est vrai que le nez est un gros indicateur de la terre. Hein. Tout à fait. On n'en parle pas souvent, mais c'est symptomatique. Ton plus beau souvenir de mouillage ? L'île de Cargallo. Ouais. En Corse, ouais. On ne peut plus y mouiller, malheureusement. Là-bas, c'est interdit. Mais j'ai mis un 30 mètres en bois dans une petite passe de l'île de Cargallo, dans la passe de Cargallo. Cargallo, c'est l'île la plus ouest de l'île de la Corse. C'est la partie la plus ouest. Si vous allez sur une carte, vous regardez à l'ouest. C'est l'endroit le plus ouest qu'il faut, en général, en tant que bon navigateur et pas enfant de la mer corse, eh bien on passe au large et puis on la laisse bien au large et on remonte après sur Calvi en ligne directe. Et pour les enfants de la Corse, on passe dans la passe de Cargallo. Alors, c'est une passe qui fait 7,60 m de large sur une profondeur au plus profond, on va dire 3 mètres. Donc, c'est short, court, et il ne faut pas se louper. Donc, les vedettes de transport à passagers la connaissent par cœur et savent exactement comment la négocier. Elle se passe un peu de biais. Il y a un petit endroit à savoir et c'est vraiment pas large, donc il faut faire gaffe. Et puis moi, à l'époque, j'étais un d'Artagnan des mers.
Et donc, j'ai emmené un On kite garde. turc de 30 mètres là-dedans. Et les gars, ils m'appelaient en VHF. Ils me disaient, Arnaud, là, franchement, t'exagères. Il y a 40 cm à droite, 40 cm à gauche. Le proprio, il me disait, ça va aller? Ça va aller. Et on y allait. Et ça passait. Voilà. Ouais, Mais enfin, c'était un peu tiré par les cheveux, faut dire ce qui est, quoi. Ouais. Ça, c'était plus beau mouillage. Si tu devais, attention, hein, tu n'as pas le droit de me faire 20 minutes. Hein. Si tu devais me donner un seul plat à manger quand tu vas. Pâte aux langoustes. Ah, les pâtes aux langoustes. Ah ouais, la pasta shoot de langouste. On a plusieurs endroits en Corse qui la font. Dans le golfe d'Ajaccio, à la Castagne, vous avez un pêcheur très connu qui fait la pasta shoot. Et puis à Ajaccio même, vous avez un petit resto qui est très très connu dans la vieille ville d'Ajaccio, chez Jean-Jean Panette, exactement, ça s'appelle comme ça. Et je crois que j'ai jamais de ma vie mangé d'aussi bonne pâte aux langoustes que chez lui, quoi. Ah ouais. Ah, c'est un... Bon, il fait que ça. Donc, et il le fait depuis 30 ans, quoi. Donc, c'est la meilleure adresse d'Ajaccio pour manger des pâtes aux langoustes. Ouais. Alors après, restent les fruits de mer. On a des oursins. En Corse, on fait beaucoup d'oursins. Il y a une chasse à l'oursin très réglementée qui permet de les sauvegarder et puis de les procréer aussi, puisque il faut bien qu'avant de les bouffer, qu'ils se reproduisent quand même. Mm-hmm. Donc c'est très... Mais on adore ça. Les Corses adorent l'oursin. Et vous les mangez en éclat... comment ça s'appelle, avec les trucs de pain là sur le barbecue Non, on les mange crus, on les coupe en deux et on mange le caviar d'oursin orange qu'on va chercher avec un petit bout de pain et surtout un petit verre de rosé, quoi. Et du rosé corse, évidemment. Très chargé en iode, hein. Très chargé en iode. Et très bon pour la santé. Ouais, c'est très bon pour la santé. Un goût qui est, je vais pas comparer ça au fafarou de Polynésie, mais qui est assez particulier. Ouais. C'est iodé. Il faut être amateur, mais si vous allez en Corse, c'est des trucs qu'il faut faire. Une petite... je te prends au dépourvu, parce qu'on n'a pas préparé, on n'a pas pris une note, rien, on fait ça avec les mémoires de vieux baroudeurs. Si tu devais, les gens qui nous écoutent, qui ont envie de se faire une petite semaine de charter, ou qui ont leur bateau et qui se disent, tiens, on irait bien passer une semaine, 10 jours sur la Corse, un espèce de petit itinéraire à l'Arnaud, j'ai envie de te dire, tu leur donnerais quel conseil ? De faire toute la côte ouest, parce que en une semaine, on a le temps de faire de Saint-Florent à Bonifacio sans trop de problèmes, suivant météo encore, mais... Les 3-4 escales à ne pas rater sur la descente. Calvi, évidemment. Toutes les villes sont belles, mais je dirais Calvi, Girolate, incontournable. Ajaccio, très belle ville aussi à faire au moins, et puis c'est un bon arrêt pour refaire un peu de provisioning parce qu'on trouve un peu tout en face du port de la Citadelle. On a un marché tous les matins qui vous fournit tous les produits frais, donc ça c'est pratique. Propriane aussi que j'aime beaucoup, et puis évidemment Bonifacio, quoi. Ouais. La prise de météo via le cross, canal 16. En annonce. Comme d'hab. Ouais. T'as fait une ou deux descentes sur la Sardaigne, là? Tu t'es tapé le chenal entre les deux, là? Oui, plein de fois, ouais. Et tu t'es pas fait... Si, c'est toujours très vanté, mais ça donne l'occasion de faire de la vraie voile. Mm-hmm. On arrive, on le passe, on est de l'autre côté, tout redescend. Hein. C'est vraiment... les bouches, c'est vraiment les bouches. Donc... ça bastonne pendant 20 nautiques de bord à bord, je dirais, de la Corse à la Sardaigne. Mais après ça, on rentre dans des petits paradis, puisque nord-est de Sardaigne, la Madeleine, jusqu'à Porto-Cher, après on est à l'abri. Je veux dire, on fait de la côtière, il y a des ports splendides à faire, il y a une découverte magnifique aussi là-bas. Mais on va rester sur la Corse. Et oui, évidemment, les pointes de l'île, les caps de l'île sont toujours plus vantés, et ce, toute l'année. Moi, c'est ma première branlée en bateau. Ah. Ouais. En fait, mon premier bateau, c'était un Ketchanassi que j'avais acheté à Monastir.
stir comme ils disent, et je pars à Monastir à prendre le bateau. Le propriétaire me voit arriver, donc j'avais jamais fait d'habitable de ma vie, hein, et je lui dis bon bah écoute, je pars ce soir avec le bateau et je rentre sur la Grande Motte. Il me dit non mais je te laisse pas. Et c'était un bateau donc il n'y avait pas de pilote, pas d'électronique, enfin à l'ancienne quoi, hein, je te parle de ça, c'était pas hier. Et j'ai dit si, j'ai pris ma météo avant de partir, ça va le faire, il n'y a pas de problème, machin. Donc on arme le bateau et puis me voilà parti pour remonter. Et puis, je m'étais dit, tiens, je vais quand même, comme je suis pas un excellent navigateur et que c'est mon premier tour de barque sur un habitable, bon, j'avais quand même un gros passif sur du K1, du K70, et tout ce que tu veux, de la Yoloké, du Kata et tout ce que tu veux. Je dis, bon, je vais quand même passer pas loin de la Corse et de la Sardaigne, enfin de la Sardaigne et de la Corse en montant. Et puis, ça s'est bien passé jusqu'à ce que je passe dans le chenal, quoi. Et là, les barres de flèche ont touché l'eau. J'ai dit, oula, c'est bizarre comme coin. Je me suis fait très très peur. Et effectivement, je suis arrivé sous le relief de la Corse, ça s'est calmé. Je peux te dire que je me rappelle, il me restait du pain et du sauciflard. J'ai mangé ça. Tu sais, j'avais encore les guibolles qui tremblaient. J'ai dit, oh putain, ça s'annonce bien l'histoire là. Les bouches, c'est vraiment spécial. Hein. C'est vraiment un entonnoir serré. Ouais. Alors, t'as du courant. Le courant, ouais, c'est le courant qui m'avait surpris aussi. Pour peu que t'aies le courant contre le vent, ça lève de la mer, ouais. Sévère. Et c'est une mer short. Ouais. C'est short. Ouais. C'est tellement short que tous les bateaux morflent. Je veux dire, où que tu passes, ton bateau, il en prend plein. Je me suis fait rincer la bouche. Enfin bref. Ouais. Et d'un autre côté, le truc qu'il y a, c'est que quand tu l'as passé, t'es fier comme si t'avais un camion tout neuf. Tu vois, tu te dis putain. Exactement. Je suis. Et puis des deux côtés, que tu ailles en Sardaigne ou que tu reviennes de Sardaigne en Corse. Les atterrissages sont une beauté. Et t'oublies, ouais. Après, tu te remets à ouvrir les yeux. Hein, alors, et puis, moi j'aime ça parce que ça donne un côté sportif à la croisière. Les gens pensant rester sur le sofa du bateau toute la croisière, là, découvrent un autre point de vue et un point de vue qui fait vibrer parce que là, on fait vraiment du bateau. Alors, sur le moment, ça fait pas très rire les néophytes, mais alors après... Ça fait des discussions qui durent 1 an en famille. Hein. Ouais. Ah, j'ai fait ça. Mais c'est marrant parce que j'ai pris des gros. Enfin, le plus gros, c'était une queue de cyclone au large des Philippines. Mais les 2 autres endroits où j'ai pris des gros coups de baston, c'est entre la Martinique et la Dominique, là. Ce chenal-là, ça peut arriver. Tous les chenaux, là, Caraïbes. Et, mais là où j'en ai pris une très très belle, c'est sur la remontée de la Colombie, on en parlait l'autre jour. Là, c'est mauvais aussi. Effet de fun là-bas. Ouais, il y a un effet de fun extraordinaire. Et là, j'en ai pris une jolie aussi. Mais là, t'as de l'expérience, donc tu le vis plus pareil. Tu sais ce qu'il faut faire. On a une pensée particulière parce qu'on a un ami qui descendait son catamaran, qui est en train de descendre son catamaran sur Bali. Il écoutera d'ailleurs peut-être le podcast dernièrement. José, on pense à toi, José. On pense à toi, José. Et il était c'était hier ou c'était avant-hier? Ouais. Et seul à la barre sur son kata. Il vient d'acheter un kata, un beau petit kata, et il est parti seul pour des raisons de logique. Son équipage a débarqué et ainsi de suite. Et il se l'est fait seul et il s'est pris un gros grain en pleine nuit, tout seul, à la barre de son bateau tout neuf. Et il en a chié, mais il en a chié, et il en a chié. Voilà. Et bien entendu, quand tu es tout seul, et ce qui s'est passé, qui est normal, c'est que quand tu commences à prendre du vent sérieux, le pilote, il a un petit peu de mal à tenir, parce que les safrans touchent plus haut, et donc tu es obligé de te mettre à la barre, et quand tu te mets à la barre, tu peux plus aller descendre la grande voile en pied de mât. Tu as beau faire ce que tu peux faire ce que tu veux, c'est mort. Donc là, tu subis. Et donc, je vais pas dire qu'on a tous subi ça, enfin vécu ça, mais on a très bien l'idée. Et donc, il a écrit gentiment à Arnaud en lui disant putain, j'en ai pris une sévère. Et puis quand il nous a dit ouais, j'étais tout seul, le pilote n'est plus, on a eu de suite eu la photo du truc. Ouais. Et effectivement, c'est pas des situations rigolotes, mais bon, voilà, ça arrive. On prend un grain, on prend un cheval. Il l'a plus ou moins bien vécu. Il s'en remet. Il a eu du mal parce que ça lui a fait très peur, ce que je peux comprendre, et puis il me l'a dit sincèrement. Il m'a dit à un moment donné, j'ai cru que j'y étais plus, que ça y est, c'était mes dernières heures.
Son bateau est parti en fuite avec 50 nœuds au cul. Il a fait des empannages brutales. Il a cassé ses lattes de GV. Enfin, ça a été folklorique. Heureusement pour lui, pas dématé. Ça aurait été encore pire. Donc son bateau est encore en bon état, à part une GV bien abîmée mais réparable. Et puis voilà, alors, pour info, il est arrivé, donc tout va bien. Voilà, on passe un petit coucou à José qui en a chié il y a 2 jours pendant la nuit. Une sévère pensée pour lui. Ouais, mais tu vois, comme tu dis, il a dit de façon très honnête qu'il avait eu peur. Moi, j'ai jamais eu de la peur qui m'a tétanisé. Mais ça m'est arrivé en mer à des moments quand tu prends des grosses roustes. Alors tu es obligé en tant que chef de bord de te mettre au poste où il faut et garder ton calme et ton sang-propre parce que tout le monde te regarde, hein, t'es le baromètre du bateau. Ouais. Mais il y a des moments où tu dis ça, je dirais que ça arrête de monter parce que si ça continue à monter comme ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va descendre, quoi. m'est arrivé quand même peu de fois dans ma vie de partir en fuite, ça m'est arrivé. Une fois dans le Pacifique où là j'ai pris une sévère claque. Une autre fois dans l'Indien. L'Indien, il est difficile à passer l'Indien. Mais je les compte sur les doigts de la main quand même. Le reste du temps, j'ai pris du gros vent, des grosses mers, mais gérables. Je dis vraiment le coup de chien, un grain blanc qui arrive sur la gueule, là, il faut se méfier. Moi, non, pareil, je crois que j'ai 3 fuites dans ma vie. Une sur le typhon au large des Philippines qui a changé de cap et qu'on a ramassé la queue. Où là, on a passé 48 heures à barrer. C'est vrai. Et là, tu pars pas là où tu veux aller, mais tu vas là où il faut aller, quoi. Oui, exactement. Voilà, tu fuis dans la bonne direction. Et une fois, avec le 52 pieds, là, en descendant, avec Thierry, on a pris une grosse branlée à un moment donné pendant 7-8 heures. Et je lui ai dit, écoute, oublie le cap, c'est là, ça se passe par là, c'est là qu'il faut aller. Puis on est revenu dessus derrière. Mais c'est vrai que ça fait... Le truc qui fait jamais plaisir dans la fuite, c'est d'une, tu t'économises le matériel, et puis 2, tu sais que tu rallonges la route, quoi, et que ce que tu fais pas faire dans ce sens-là, il faudra le faire il faudra le récupérer autrement, quoi. C'est ça, la mer. Et souvent, d'ailleurs, pour avoir discuté avec pas mal de gens j'ai rencontré des gens qui s'étaient fait pas mal peur en descendant sur les Canaries, et les mecs sont pas mis en fuite parce que mais si je m'étais mis en fuite, j'aurais raté les Canaries. Et tu dis ouais, mais t'es arrivé, enfin je veux dire, t'as plus d'annexe à l'arrière, ton portique il est tombé, et souvent la prise de décision elle est difficile parce que tu dis je vais pas aller où là j'ai envie d'aller, mais elle est nécessaire si tu veux économiser la monture, l'équipage et que ça se passe bien, quoi. Tout à fait. Donc voilà, tout ça pour dire que José, eh bien, il a avec une bonne expérience de sa vie, je pense qu'il ne le refera pas 2 fois, mais comme toute expérience, on apprend des choses. Et avant de se prendre une belle fuite ou un beau grain, on ne le sait pas. Et le jour où on l'a pris, on le vit, on le sait. Et on sait qu'on ne le refera plus. Oui, puis il a appris sur lui-même aussi, donc c'est des bonnes choses. Voilà. Donc voilà, les copains, c'était notre petite hors-série Corse, où on a fait un petit peu le tour de l'île de Beauté. Je te propose que la semaine prochaine, on aille faire un tour, enfin le prochain podcast, peut-être ça sera avant, du côté des Baléares. Ouais. Ménorque, Palma, Ibiza, Gin, tonic et Formentera qui est là-bas. Alors je sais pas comment est-ce que tu es passé toi la dernière fois. Moi je suis pas passé il y a très très longtemps. Je suis passé en 2000. Je sais plus moi, tiens. 2000. J'étais en train de réfléchir aux années. Alors là, il faut absolument que je fasse des cromards d'années là parce que j'ai plus de souvenirs. Moi j'y étais la dernière fois avec GoFree 2019, moi je crois. GoFree, c'était ça remonte à un paquet d'années, ça remonte à plus de 15 ans. 2019, moi avant le Covid. Mais j'ai adoré. J'ai pas pu finir ma paella au port d'Ibiza à cause d'un coup de vent subi. Là je vous donnerai la meilleure adresse de chouletton de Palma. C'est dans un restaurant qui s'appelle la Sirena, pour ne pas le nommer, pour ceux qui connaissent. Bon, et bien voilà, ça fait 43 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Tu veux dire un petit message à tes amis corses, s'il y en a ? Que j'adore tout le monde là-bas et que j'ai hâte de revenir un petit peu. J'ai ma famille quand même, j'ai ma maman qui est là-bas, j'ai mon fils qui est là-bas et j'irai bientôt les voir, et donc profiter de
de l'embouchat, profiter du figatel si c'est la saison, et profiter des bons vins corses parce que franchement ils sont excellents. On a maintenant des glaces exceptionnelles qui sont réputées dans le monde entier aussi. C'est une île vraiment très intéressante, bourrée d'identité, de caractère. Et si vous avez le temps, en passant en bateau, vous mettez votre bateau au port et vous prenez un transport pour aller visiter aussi la montagne et les lacs qui sont pas très loin de la mer. Il m'est arrivé plusieurs fois dans mon enfance de faire du ski dans la matinée dans les stations de ski aux abords d'Ajaccio et dans l'après-midi d'aller me taper une régate d'Obicat, quoi. Donc pour vous dire qu'il y a un panel d'activités en Corse absolument merveilleuses. Le site est splendide et qu'il faut absolument la visiter de long en large. Prenez du temps, revenez souvent. C'est à faire et à refaire et à refaire de toute manière. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre écoute. La vidéo de Vendredi, on va vous présenter le projet de ce fameux 72 pieds de chez Katana. Donc la ratez pas, c'est assez intéressant. Et on vous dit à très très bientôt du côté des Baléares. Merci à toi Arnaud. Ah ouais, allez. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.